qui était alors guidé par Francesco Darelli, a pris contact avec les centres d'études médiévales de l'Université de Montréal, dans le but de planifier et de réaliser conjointement une série d'initiatives célébrant dignement les centenaires en vue. Nous avons décidé rapidement de nous prévaloir des compétences des professeurs de littérature italienne en poste à Montréal, en particulier Dario Brancato de l'Université Concordia et Matteo Soranzo de l'Université McGill. Et nous avons esquissé dès l'été 2019 un plan cohérent d'initiatives comprenant un cycle de conférences par les meilleurs spécialistes de l'œuvre de Dante, une exposition d'imprimés de la comédie aux Rare Books de l'Université McGill, des installations artistiques en plein air, des conférences divulgatives dans les cégeps et dans les maisons de retraite, etc. Surtout, nous avions préparé avec soin les coups d'éclat, une exposition bien réelle et non pas virtuelle à la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de l'Université de Montréal, comprenant une douzaine de manuscrits de la comédie datant du XIVe et XVe siècle, pour lesquels l'accord des institutions prestataires, les bibliothèques nationales de Florence et de Naples et la bibliothèque laurentienne de Florence, était dans nos poches. Alors, vous comprenez aisément que ce beau plan est tombé à l'eau en moins de 2, avec l'avènement de la pandémie et surtout son installation durable dans nos vies. La raison suggérait de tout laisser tomber, mais nous nous étions aperçus au cours de ces mois de prospection et de préparation que la célébration du centenaire n'était pas une lubie d'Italiens un peu attardés et nostalgiques, mais une exigence profonde de retour à une œuvre toujours parlante et nourrissante. C'est que les institutions et partenaires montréalais, québécois et canadiens nous ont fait comprendre sans détour. Nous avons alors décidé de changer complètement de programme et de miser pour l'essentiel sur une exposition virtuelle proposant un parcours de lecture de la comédie axé sur la configuration matérielle de la circulation de l'œuvre au Moyen-Âge et au-delà, dans un but non seulement de célébration et de divulgation, mais aussi pédagogique, par-delà la date de 2021. Cette mue, qui n'aurait pas déplu à Dante lui-même, j'ose espérer, a été rendue possible par les soutiens généreux du Conseil des recherches en sciences humaines du Canada, par l'implication constante et attentive des bibliothèques patrimoniales des universités de Montréal et McGill, par la largesse des bibliothèques italiennes déjà mentionnées qui nous ont offert sans compter des centaines de reproductions numériques, enfin par les partenariats établis avec l'Istituto Treccani, l'éditeur de l'inestimable encyclopédie dans laquelle nous avons pu puiser à notre guise. Ces concours d'élan généreux, bienveillants, a l'air prestigieux et rassurant. Mais nous ne serions pas arrivés à ce vernissage sans l'effort indéfectible des véritables chevilles ouvrières de l'opération, les designers et développeurs de l'agence montréalaise de 88. Et il importe de le souligner, les 10 étudiants, 6 à l'Université de Montréal, 4 à l'Université McGill, qui ont été embauchés pour identifier les matériaux, les décrire, élaborer, remanier et traduire les textes sous la houlette du véritable concepteur et coordinateur de l'entreprise, Alessio Marciali Peretti, doctorant à l'Université de Montréal, que nous tenons tout particulièrement à remercier pour son dévouement sans faille. L'historique de l'événement et les remerciements étant faits, je passe désormais la parole à Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal, qui a, je le sais, des choses moins plates et plus intéressantes que les miennes à vous dire. Merci Gabriele. Sauf pour avoir élevé les attentes de manière complètement irréaliste. Écoutez, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. D'abord, pour saluer la collaboration entre l'Institut italien de culture de Montréal et l'Université de Montréal, en particulier, là, bien sûr, notre centre d'études médiévales. C'est un partenariat extrêmement fructueux, comme en atteste l'événement d'aujourd'hui, mais des collaborations là, qui sont déployées avant la pandémie et qui se déploieront bien après la pandémie aussi. Donc, merci beaucoup à l'Institut. Je remercie aussi nos collègues de Concordia et de McGill. C'est magnifique quand
quand le concept même d'université implique une communauté de pairs, mais une communauté, je dirais, d'esprit curieux et qui aiment partager le savoir. Et franchement, notre communauté montréalaise réalise pleinement sa mission quand on fait ces collaborations-là entre différentes universités. Donc, merci à nos collègues de Concordia et de McGill, bien sûr, là, des autres universités là, qui s'intéressent à ces thématiques. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une collaboration, 2 ans et demi de travail qui nous amène à l'exposition. J'ose à peine dire le nom parce que je baragouine en quelques mots plusieurs langues, pas l'italien. Et je dois y remédier parce que c'est une honte personnelle qui frise là, la faille morale. Mais l'exposition d'aujourd'hui, je tiens à le souligner, est disponible sur le site web divinalingua.it, donc divinalingua.it. Donc, je vous invite là à profiter de cette exposition au-delà là, de cette inauguration. Je suis content aussi d'être ici parce que ça me permet de dire quelques mots sur le Centre d'études médiévales. Donc, il a été créé à la Faculté des arts et des sciences en juin 1994 et, bien sûr, c'est évident, a comme fonction d'assurer la vitalité des études médiévales à l'Université de Montréal. On a des programmes mineurs majeurs qui comportent, bien sûr, des cours visant à la formation spécifique des futurs médiévistes, mais on est ravi aussi des cours disciplinaires empruntés aux différents domaines qui permettent là, je dirais, de construire cette communauté, je dirais, des passionnés, mais aussi des curieux de cette période là, extrêmement féconde du développement de l'humanité. Et sans surprise, là, il y a plusieurs domaines de notre faculté qui y sont rattachés. Histoire de l'art et études cinématographiques, philosophie, littérature de langue française, littérature langue moderne et anthropologie. Donc, l'œuvre elle-même, et bon, je ne suis pas spécialiste, moi, je suis ravi. Les anniversaires sont importants. On a plusieurs historiens, donc on comprend tous, je dirais, l'opportunité stratégique ou instrumentale des anniversaires parce que ça donne une raison de parler d'un thème. Mais je suis philosophe, donc vous me permettrez une digression moins instrumentaliste. Les anniversaires, que ce soit nos anniversaires familiaux ou les anniversaires d'une œuvre, à chaque fois, c'est comme si on se donnait l'occasion de nous rappeler que nous sommes des êtres humains. En fait, c'est « je suis encore un être humain ». C'est peut-être ça. N'importe qui participe à un anniversaire, il y a une espèce de communion pour l'autre qui dit « je suis encore être humain » et ça mérite célébration. Pour une œuvre, c'est d'autant plus vrai parce que ça nous permet en plus de nous connecter à l'expérience humaine qui est étrange parce que différente de la nôtre, mais essentiellement la même que la nôtre. Donc, c'est particulièrement vrai avec la comédie de Dante. Oui, 700 ans, ça se fête, bien sûr, mais ce qui est fascinant, c'est à quel point, je dirais, la comédie de Dante, oui, à cause des inquiétudes et des anxiétés de notre moment, je dirais, à la limite, est plus d'actualité qu'il y a 10 ans. Donc, la comédie a une pertinence sans cesse renouvelée et elle est interprétée à l'aune de son moment de lecture. Mais je dirais que cet anniversaire est particulièrement précieux pour nous de revenir à cette œuvre, de célébrer que nous sommes encore des êtres humains et d'essayer de comprendre, est-ce que nous sommes si différents des êtres humains qui avaient des grandes peurs et des grands espoirs lors de l'écriture de la Divine Comédie là, entre 1303 et 1321. L'influence de Dante, bien sûr, est indéniable. De par les thèmes, bien sûr, dont il a traité, on parle bien sûr de rédemption. Rédemption ne semble pas un thème aussi à la mode qu'il devrait être,
mais franchement, ça reste, selon moi, le problème existentiel de l'heure, qu'on soit croyant ou non. Mais c'est en fait un conte personnel, un traité sur les vertus humaines et je dirais, avant l'heure, une œuvre de science-fiction ou de fantasy, si vous préférez. Mais il y a vraiment ici quelque chose de une littérature spéculative qui n'existait pas à l'époque et qui l'a aidé à fonder. Son enfer, bien sûr, influence toujours notre vision de la vie après la mort. C'est quelque chose de terrifiant de penser que nos craintes exprimées, décrites, construites il y a 700 ans n'ont pas tant que changé que ça. On parle moins des 7 cercles ou des 7 péchés capitaux, mais l'enfer de Dante est encore parmi nous. Bien sûr, l'œuvre de Dante a inspiré des générations d'écrivains, de sculpteurs, de peintres, de musiciens, de réalisateurs, des créateurs de bandes dessinées. On pense bien sûr à Botticelli et Dali, mais aussi compositeurs Tchaïkovski ou pour les amateurs de science-fiction plus récente, si vous regardez Marvel ou les X-Men, ou bien sûr Dan Brown, on voit les traces, on ne dira pas que c'est du plagiat, mais on voit, disons, les traces d'inspiration chez Dante qui sont indéniables, sans parler, bien sûr, de nombreux jeux vidéo, certains comme Dante's Inferno chez Electronic Arts, mais d'autres avec des références plus ou moins cryptiques. L'exposition virtuelle inaugurée aujourd'hui offre un formidable voyage au cœur des vers et des métaphores de la poésie de Dante, et grâce aux manuscrits et aux imprimés qui ont permis la diffusion de la comédie, grâce aux enluminures, aux dessins légués par différents artistes, le rythme de la poésie de Dante n'est pas juste textuel, mais aussi graphique. Je terminerai en mentionnant que j'ai rencontré un collègue de la faculté en biologie ce matin et je lui ai dit ce que je faisais aujourd'hui et il a commencé à me citer Dante dans le texte juste comme ça. Nous ne parlons pas d'une œuvre morte, c'est une œuvre qui palpite, qui vit, qui vibre, et je suis ravi qu'on puisse la célébrer par cette exposition. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à son élaboration. Et donc, je vous remercie d'être avec nous et je vous félicite là, pour cette belle réalisation. Grazie mille. Merci beaucoup, Monsieur le doyen, pour cette allocution dense mais vibrante, justement, sentie. Alors, avant de passer la parole à mes collègues d'autres universités montréalaises, je vais lire un court message de l'initiateur de tout ça, Francesco Darelli, qui était jusqu'en juin 2021 directeur de l'Institut italien des cultures de Montréal, qui n'a pas pu être avec nous parce que maintenant il est en poste à Shanghai. Donc, disons comme ça, c'est un horaire un peu compliqué, hein, d'accord? En plus, il était en mission, mais il tenait à nous dire cela. L'exposition virtuelle que nous inaugurons est le fruit d'une collaboration à la fois heureuse et durable entre l'Institut italien des cultures de Montréal et des prestigieuses institutions universitaires de la ville, les centres d'études médiévales de l'Université de Montréal, l'Université McGill et l'Université Concordia. Elle est aussi le fruit d'une amitié de longue date avec les professeurs Gabriele Giannini, Matteo Soranzo et Dario Brancato, devenus au fil des dernières années les piliers de la promotion de la culture italienne à Montréal, auquel je souhaite exprimer ma profonde gratitude. Si notre projet ambitieux et planifié, mais funesté par l'urgence sanitaire, est arrivé à bon port et peut être inauguré aujourd'hui sans retard particulier, c'est grâce à la vigueur et au dévouement d'une équipe de jeunes chercheurs canadiens et italiens guidés par notre maître d'œuvre Alessio Marziali Peretti. C'est à ces collaborateurs et collaboratrices admirables que je dédie le présent aboutissement dans l'espoir que l'exposition reflète les rêves et les désirs d'un monde qui existe réellement et qui place au centre de ses intérêts un bien immatériel et transversal tel que la culture. Merci. Je passe maintenant la parole, après ces beaux mots, à Dario Brancato de l'Université Concordia, professeur de littérature italienne à l'Université Concordia, qui a participé depuis le début, comme je l'ai dit, à notre entreprise. Bon, je remercie Gabriel et je remercie tout le monde pour être ici aujourd'hui. Et en fait, ce que Gabriel et M. le doyen ont dit, en fait,
rendre ma tâche beaucoup plus facile. Donc, je suis ravi d'être ici et de voir qu'il y a quand même pas mal de participants aujourd'hui à cette initiative. C'est vraiment les fruits, comme M. Ledoyen et comme Gabriel ont dit, d'une très stricte collaboration entre les universités de Montréal. Donc, les projets qu'on présentera aujourd'hui, c'est vraiment les fruits d'un travail qu'on a fait en collaboration et avec beaucoup de contraintes dues à la pandémie et dues à des autres situations contingentes. Mais on est très heureux d'avoir ces projets ici présents et tangibles, même s'il y a un projet virtuel. Et deuxièmement, je veux dire une autre chose à propos du site Internet qui n'est pas seulement un outil qui est dû à qui est en fait juste un conteneur de données. C'est aussi un outil très important du point de vue pédagogique. Et en fait, j'invite les étudiants, les étudiantes qui sont ici, qui se sont connectés aujourd'hui à regarder ce site parce que c'est vraiment un outil très moderne, très à pointe, qui mélange la technologie et aussi des contenus très pointus et qui va être vraiment un outil très valide pour pas seulement l'apprentissage de la littérature du Moyen-Âge, mais aussi pour ceux qui veulent s'ouvrir à la langue italienne et à la langue des Dantes, c'est aussi un très bon outil. Un dernier mot sur notre hôte aujourd'hui, notre invité, professeur Paolo Trovato, qui j'ai eu l'honneur de rencontrer en personne il y a quelques années. Et donc, je suis vraiment très heureux de l'avoir aujourd'hui comme notre invité. Et donc, ça sera vraiment une opportunité pour développer la collaboration entre les institutions universitaires de Montréal, l'Institut italien de culture et aussi les institutions italiennes. Et là, je termine et je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup, Dario, pour tes mots. Tu as bien fait de remarquer l'utilité pédagogique qui, en plus, est à long terme, en fait, de notre exposition. En plus, ici, il y a beaucoup d'enseignants, je vois, des langues italiennes. Et donc, on s'adresse aux enseignants et enseignantes. Donc, on s'adresse à ceux-ci, celles-là, qu'ils utilisent éventuellement dans leurs cours. Ils mettent à profit un outil qui est là, en fait, et peut être utilisé librement à partir d'aujourd'hui. Je donne maintenant la parole à notre collègue, en fait, également professeur de littérature italienne à l'Université McGill, à savoir Matteo Soranz. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Gabriel. Merci pour être venu ici. Je suis vraiment heureux de voir que ce projet qui nous accompagnait pendant la pandémie est finalement arrivé au moment de vernissage. Je voulais partager avec vous deux découvertes que je me suis rendu compte qui sont émergées dans le travail qui s'est réuni dans la préparation du site Internet. Chaque fois qu'on enseigne un cours sur Dante Alighieri ou chaque fois qu'on relit la Divine Comédie, on apprend quelque chose de nouveau et en travaillant dans la catalogation du matériel que vous pouvez regarder dans le site Internet, je me suis rendu compte comme l'aspiration individuelle qui s'est matérialisée dans la Divine Comédie a réussi à survivre avec le travail collectif des illustrateurs, des copistes, tout le monde, les petits maîtres qui étaient engagés dans la transmission et circulation de cette œuvre. Une transmission qui continue jusqu'au 19e ou 20e siècle et aujourd'hui. Donc, je me suis senti
à partager le travail de générations de petits maîtres qui ont contribué à la fortune de la Divine Comédie. Une autre chose que j'ai appris dans ces mois de travail, c'est comme Dante un symbole, un grand poète pour la culture italienne, mais aussi un poète qui est très connu dans la culture anglaise, française. Donc, c'est l'étude de la Divine Comédie, ça nous permet de traverser les langues et les cultures. Surtout en explorant les fonds de la Special Collection de l'Université McGill, on s'est rendu compte comme au 19e siècle, la Divine Comédie de Dante était les livres de chevet de William MacDonald, Frederick Griffin, Francis McLennan, Lawrence Land et les autres amateurs, pas de spécialistes, qui ont trouvé comme solace et beaucoup à apprendre dans la comédie de Dante. Donc, un travail collectif, un travail qui nous permet de traverser les barrières des langues et des cultures différentes. Donc, je suis comme Dario Macado très curieux et honoré d'écouter professeur Trovato et sa conférence. Donc, je laisse la parole à Gabriele Giannini pour la continuation de cet événement. Merci beaucoup et bonne journée, bonne continuation. Merci beaucoup, Matteo. Reste avec nous, bien entendu. Comme l'a annoncé Matteo et comme l'a annoncé Dario également, pour rehausser notre rendez-vous d'aujourd'hui et avoir des nouvelles de l'édition critique de la comédie en voie d'achèvement, nous avons pensé d'inviter Paolo Trovato de l'Université de Ferrare, que nous remercions vivement d'avoir répondu avec enthousiasme. Paolo Trovato est un philologue qui a parcouru la littérature italienne dans tous les sens, de Pétrarque à Machiavelli, de Leonardo Bruni à Giuseppe Verdi, sans oublier ses contributions décisives dans les domaines des premières éditions imprimées d'œuvres littéraires italiennes. Mais s'il est parmi nous aujourd'hui, c'est en vertu de son engagement de longue date, entouré par une équipe nourrie de chercheurs, dans le chantier de la nouvelle édition critique de la comédie, qui, on le verra, ce n'est pas une mince affaire. Donc, je lui cède la parole. Merci d'abord au comité d'organisation de cette exposition virtuelle. Je suis ravi de cette invitation. Avant de commencer, je tiens également à remercier Francis Carlo Randini, qui a traduit mon texte en français. Donc, mais pourquoi? Pourquoi autant de célébrations? Pourquoi autant d'engouement? Pourquoi les grands critiques américaines, grands à tous les points de vue, Harold Bloom, a-t-il inséré Dante dans son Western canon? Il s'agit bien évidemment d'une liste partielle et partielle, mais elle est laissée d'une manière très intelligente. Pourquoi ici à Montréal, mais aussi à Berlin, à Londres, à Munich, à Madrid, à Oxford, à Rabat, à Tunis, à Moscou, à Varsovie, à Rio, a-t-on voulu commémorer le 70e anniversaire de la mort de Dante? On l'a fêté partout dans le monde et partout en Italie aussi, où cette année, une célèbre marque de glace industrielle a mis sur le marché des glaces qui s'appelle Enfer, Purgatoire et Paradis. Il s'agit d'Algida qui fait partie du groupe Unilever, c'est-à-dire les 60% du marché italien de la glace. Pourquoi donc est-il encore très actuel, même si, bien évidemment, son actualité change d'une culture à l'autre. Elle a des résonances différentes d'une culture à l'autre.
Et je n'ai pas encore terminé mes questions. Ce ne sont pas, bien entendu, des questions rhétoriques. Ce sont des vraies questions et certaines d'entre elles demeurent sans réponse. Pourquoi, selon Eric Auerbach, Dan aurait-il inventé son public? C'est-à-dire, pourquoi aurait-il élargi de manière considérable le public de la littérature italienne en langue vulgaire du XIVe siècle? Autrement dit, pourquoi autant de succès? Un succès fou et presque immédiat. Nous pouvons essayer de répondre à ces dernières questions en comparant n'importe quel extrait de la Divine Comédie avec n'importe quel texte poétique, lyrique ou narratif du XIIIe et du début du XIVe siècle. L'écart esthétique est incontestable. La supériorité de Dante est évidente. L'originalité de l'histoire, la nouveauté de la langue, la densité littéraire et rhétorique. Le réel et la politique font irruption de manière soudaine et violente dans l'œuvre. Il suffit de penser, par exemple, aux stars de l'époque telles que Paolo et Francesca, ou bien aux gens de pouvoir, aux grands traîtres comme l'insupportable Asso d'Este, ou encore aux papes corrompus et corrupteurs comme Boniface VIII, et des mâles impies, les pasteurs parjurés des plus laides œuvres, aussi dans la traduction d'André Pézard. C'est le pape français Clément V. D'où le succès immédiat de la Divine les succès immédiats de la Divine Comédie, dont témoignent, entre autres, les nouvelles de Franco Sacchetti. Je pense, par exemple à une nouvelle où un ânier répète les vers de la Divine Comédie pendant son travail. Pour inciter son âne, il insère entre un vers et l'autre le mot Harry, c'est-à-dire who, aidant en personne l'accuse d'estropier son poème. Codesto Harry non vi misi io. C'est pas moi qui a inséré ce who. D'où aussi le nombre impressionnant de manuscrits qui ont survécu, plus de 800. Un chiffre qui n'a pas d'égal dans aucune tradition manuscrite médiévale en langue moderne. Les manuscrits du XIIIe ou XIVe siècle qui conservent les poèmes de l'école sicilienne et du Dolce Stil Novo se comptent sur les doigts d'une main. La tradition manuscrite du roman de la Rose est composée de moins de 200 témoins. La Commedia suscite tout de suite un très grand intérêt et la demande à l'époque est tellement élevée qu'elle peut être comparée à celle des livres en latin nécessaires pour la liturgie, comme les évangiles ou la vie des saints. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, ceux qui n'allaient pas à la messe étaient considérés des hérétiques. En suivant ces liens, vous pouvez consulter la très longue liste de tous les manuscrits de la Divine Comédie qui renvoie aussi aux manuscrits numérisés. Cette liste a été dressée par Elisabetta Tonello et d'autres jeunes chercheurs de mon équipe. Si l'on admet qu'on a perdu 90% des manuscrits du XIVe et XVe siècle, ce qui est tout à fait vraisemblable,
On peut supposer que 7000 manuscrits de la Divine Comédie ont circulé en Europe pendant ces 2 siècles-là. C'est un chiffre énorme. L'Europe était très peu peuplée et le taux d'alphabétisation était très faible. Mais les succès et la fortune dedans ne concernent pas seulement ceux qui pouvaient lire l'italien. Dan est très tôt traduit en espagnol, 40 traductions en anglais paraissent entre le 18e et le 19e siècle in Wikipedia English Translation. Et 27 traductions françaises ont paru entre 1987 et 2014. On a récemment calculé qu'on publie une moyenne de 7 articles sous-dentés par jour, c'est-à-dire 2500 articles par an, à savoir une production qu'aucun dentiste ou dentophilo pourrait lire ni assimiler. Afin de répondre aux premières questions que j'ai posées concernant les succès de Dante aujourd'hui, on pourrait se servir d'un essai très pointu di Italo Calvino intitulé Perché leggere i classici? Pourquoi lire les classiques? Calvino y propose 14 définitions du terme classique. Je vais en mentionner 3, car elles me semblent très justes. Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. Un classique è un livre che n'a jamais fini di dire ce qu'il a à dire. Un classico è un'opera che provoca incessantemente un pulviscolo di discorsi critici su di sé, ma continuamente se li scrolla di dosso. Un classique est une œuvre qui provoque sans cesse un nuage de discours critiques dont elle se débarrasse continuellement. È classico ciò che tende a relegare l'attualità al rango di rumore di fondo, ma nello stesso tempo di questo rumore di fondo non può fare a meno. È classique c'est qui tend à reléguer l'actualité au rang de rumeurs de fond sans pour autant prétendre atteindre ces rumeurs. Calvino ajoute la mise en garde suivante. Pour lire les classiques, on doit aussi établir d'où on les lit. Sinon, tant le lecteur que le livre se perdent dans un nuage atemporel. La lecture des classiques atteint donc son rendement maximal quand on fait alterner, selon un savant dosage, avec les lectures d'actualité. À titre d'exemple, il suffit de rappeler qu'au XIXe siècle, les représentants afro-américains du mouvement abolitionniste faisaient référence à Donne comme le monstre Dennis Looney dans son beau livre Freedom Readers, The African American Reception of Dante Alighieri and the Divine Comedy, Notre Dame University Press, 2011. Je tiens à souligner cela car l'une des raisons peut-être du succès de Dante est sans doute liée à sa passion politique dévorante et déformante. C'est cette passion qui le pousse à peindre ses adversaires comme des monstres.
c'est le cas de Venetico Caccianenico, qui est le très puissant chef de la Pars Marquesana, c'est-à-dire du camp des partisans bolognais de la maison d'Este. Venetico Caccianenico est présenté comme un macro qui prostitue sa sœur. C'est aussi le cas de Fulceri da Calboli, chef de l'armée des Florentins noirs, qui dans la bataille de Pulisano l'emporte sous le Golfe Blanc, qui avait été expulsé une année auparavant. Il est décrit comme un mercenaire sauvage et impitoyable. En revanche, Dan dresse de très beaux portraits de ceux qui ont combattu dans le bon camp et pour la bonne cause, même si elle les place aux enfers. Farinata avec les hérétiques et Teguiaio et Guido Guerra avec les sodomites. Évidemment, le bon camp est celui du narrateur, comme dans toutes les traditions épiques. En outre, l'attitude de Dante change au long du poème à mesure qu'il passe de l'antiflorentinisme acharné de la première cantica à l'irénisme des derniers chants du paradis. L'expo que vous allez voir propose des pages tirées des manuscrits les plus précieux et des éditions illustrées de la Commedia les plus belles que nous connaissons. Quand l'on écrit les organisateurs, vous allez pouvoir refaire les voyages à travers les yeux de ceux qui l'ont lu au cours de ces derniers siècles, dans les manuscrits et dans les livres imprimés qui ont été les messagers et qui ont servi d'intermédiaires pour la diffusion de la Divine Comédie, avec les enluminures et les dessins créés par les artistes en suivant les voyages des livres et des livres de l'Italie jusqu'au Québec. À l'époque de Dan, les livres imprimés n'existaient pas. Il me semble donc intéressant de dire quelques mots concernant les rapports de Dan avec l'art du dessin et les enluminures qui pouvaient orner un manuscrit du début du XIVe siècle. Cela nous permet d'imaginer la forme matérielle de la Divine Comédie que Dante avait sous les yeux. Dante, dans la Vita Nova, avait dit qu'il était dessinateur amateur et dans le 11e chant du Purgatoire, il parle de maître enlumineur. Oh, disse lui, non sei tu o derisi l'onor d'Agobbio e l'onor di quell'arte che a luminar chiamata in Parisi? Frate, diss'egli, più ridon le carte che pennelleggia Franco Bolognese. L'onore è tuttor suo e mio in parte. Ben non sarei io stato sì cortese mentre che io vissi per lo gran disio dell'eccellenza ove mio cor intese. Di tal superbia qui si paga il fio, etc., etc. C'est un lieu textuel très important car l'exemple de l'Orgueil puni est donné par un enluminé de la fin du XIIIe siècle, Oderisi d'Agubbio, qui reconnaît d'avoir été dépassé par un contemporain de Dante, c'est-à-dire Franco Bolognese. On ne sait pas grand-chose de la vie de Dante. Pourtant, Giuseppe Idizio et Mirko Tavoni ont avancé des arguments très convaincants qui nous poussent à croire qu'entre 1304 et 1306, Dante a passé une année au moins à Bologne.
Malheureusement, aujourd'hui, nous ne pouvons pas établir avec certitude quels sont les enluminures réalisés par Franco. Pourtant, grâce aux témoignages les historiens de l'art ont identifié Franco comme l'un des chefs de file du secondo style, la seconde manière de l'allumure bolognaise. Odorisi étant bien évidemment les représentants du primo style, la première manière, qui date d'avant Giotto et qui était basée sur l'usage de très peu de couleurs. Comme vous pouvez le voir sur l'affiche de l'expo, Dante et l'allumure à Bologne, qui va fermer en janvier 2022, les enlumineurs bolognais les plus célèbres travaillent surtout à enjoliver les antiphonaires des églises les plus importantes de la ville, pas les poèmes en langue vulgaire. L'étude de la tradition manuscrite de la Divine Comédie que j'ai menée avec mon équipe pendant les 20 dernières années nous amène à croire que la version finale de la Divine Comédie, celle que Dan avait sous les yeux, était très proche des codes Urbinate latin 366, qui est conservé à la Bibliothèque Vaticane et qui a probablement été réalisé à Bologne. C'est fini de copier en mars 1352. Je vous montre la première page de ce code. En bas, vous pouvez voir le blason de Montefeltro, l'écriture en littera textualis, l'organisation de l'ensemble et la mise en page, très sobre, rappelle les livres universitaires de l'époque. Mais bientôt, quelques années après la mort de Dan, la situation est très différente. Et la fantaisie visionnaire et le réalisme violent de Dan vont devenir l'un des sujets les plus répandus dans les enluminures, comme le montre la belle expo virtuelle de Montréal, qui propose, entre autres, des pages extraordinaires tirées des manuscrits les plus célèbres de la Bibliothèque Laurentienne et de la Bibliothèque nationale de Florence et de Naples. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne visite. Merci beaucoup, professeur Trovato. C'était vraiment dense et vibrante, en fait, comme l'allocution du doyen, mais vraiment, en fait, ça nous a épanoui, en fait. Alors, comment dirais-je, on va profiter de votre présence pour vous poser des questions, hein, d'accord, pour soulever des questions aussi. Je rappelle seulement, en fait, qu'au Québec, c'est les moments du dîner. En Europe, c'est les moments de l'apéritif, des fois. Donc, n'hésitez pas à continuer de nous suivre. Il suffit d'enlever la caméra, en fait, pour qu'on n'entre pas dans votre vie, en fait. Mais n'hésitez pas à continuer de nous suivre. Donc, je vais céder la parole à ceux ou celles qui auront des questions à poser à M. Trovato. Il suffit de lever la main par les biais, en fait, des petites émoticônes que vous avez en bas à droite, hein, et puis je vous donnerai la parole dans l'ordre. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser? Autrement, je vais faire la première, M. Trovato, comme ça pour briser la glace un peu. On sait qu'une nouvelle édition d'un poème comme la Divine Comédie est aussi une reprise en main de l'étude d'une tradition manuscrite. Hein, vous l'avez bien montré, en fait, avec l'exemple, effectivement, du manuscrit de la Bibliothèque Vaticane.
J'imagine aussi que vous avez des nouvelles balises, en fait, des nouveaux jalons pour ce qui concerne vraiment la première diffusion de la comédie. Hein. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a fait des hypothèses à cet égard. J'imagine que les nouvelles études auxquelles vous vous êtes donné avec votre équipe sur la première tradition manuscrite de la comédie, encore tôt dans la première moitié du XIVe siècle, vous donnent des nouvelles perspectives en fait sur la, disons comme ça, toute première diffusion de la comédie par les manuscrits, probablement partielle. Oui, mon français parlé, c'est terrible. Non, mais c'est pas grave, on vous comprend, même moi. J'essayerai, si vous voulez, de parler français. Autrement, je pourrais parler en italien et vous en faites la traduction. Bon, la grande... les grands la novità, les nouveautés de la reconstruction de mon équipe, c'est que la énorme traduction manuscrite florentine, qui est la plus ancienne, c'est tout à fait inutile. Et les manuscrits les plus importants sont les manuscrits du nord de l'Apennine, les manuscrits bolognaises de Bologne, les manuscrits de Ferrara principalement. Et c'est bizarre configuration n'est pas du tout bizarre parce que dans les morts à Ravenna, c'est-à-dire très proche de Bologne, mais Ravenna, il était une ville très petite et c'est très raisonnable que nous avons manuscrit rédigé en Ravenna. Les centres, les grands centres universitaires de Bologne avec son copiste étaient les milieux idéaux pour la première diffusion de la comédie. Depuis 15 ans de collation de tous les manuscrits de la comédie, 580 manuscrits. Nous il faut choisir 11 manuscrits qui sont les plus importants. Il y a une comédie plutôt différente de l'édition traditionnelle. Un paradoxe de sa nouvelle impostation de problème, c'est que les manuscrits du Septentrion préservent des formes du florentin du temps de Dante, de l'époque de Dante. Par exemple, les formes de imperfetto, amavano, credevano, che c'est un archaïsme florentin, o forme telles que capraia, primaio, ternaio,
et pas Ternaro, Cavrara, qui sont très curieusement les formes qu'on lit dans la tradition florentine, mais ne sont pas du tout formes florentines, mais sont formes de septentrion d'Italie. L'explication, c'est que les manuscrits florentins dérivent du manuscrit septentrional, mais très méchant, très cattivi, come si dice dal punto di vista testuale, mi scusi? On dit plutôt pauvre ou bien peu fiable, en fait. Des pauvres qualités textuelles. Et bien sûr, le problème, c'est très délicat parce qu'il y a aussi des formes septentrionales qui ne sont absolument dedans. Mais j'espère que vous avez une première information sur... Oui, très bien. Merci beaucoup, M. Trovato. D'ailleurs, notre public ne va pas être épaté par cela, en fait, par la tradition importante qu'il y a au nord des Apennins et pas à Florence. Parce que, comme vous le savez, on lit la chanson de Roland grâce à une copie anglaise, en fait, faite en Angleterre. Et puis, s'il n'y avait pas celle-là, qui est conservée à Oxford, on les lirait par des remaniements italiens d'un siècle et demi plus postérieur. Donc, comment dirais-je? La grande idée de Giorgio Pasquali de l'importance aussi en philologie des arts latérali en italien. Oui, des aires latérales, des aires périphériques, en fait. Oui, c'est ça. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions adressées à M. Trovato? N'hésitez pas, hein, même les étudiants. Oui, Matteo, je te donne la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation vraiment illuminante. C'était vraiment très intéressant. J'avais une question. Est-ce qu'il y a des différences entre la nouvelle édition critique et l'édition de Petrocchi qui vont changer l'interprétation de certains passages de la Divine Comédie? Où l'intérêt, c'est surtout linguistique sur l'histoire de la langue. Oh bien, la comédie a suscité l'intérêt des philologues, des commentaires. Quand il a été très soudain. Après la mort de Dan, son fils rédigeait un commentaire en 1322. Et depuis, nous avons le commentaire de Bambaglioli 1324. Depuis, nous avons le commentaire de Lana 1328. Tout ça pour dire que c'est difficile d'imaginer que l'équipe Trovato change toutes les textualités de la comédie. Pourtant, il y a des passages avec une nouvelle sémantique. Je ferai un exemple seulement. Dans la glace infernale, un pêcheur, non un pêcheur, pescatore, come si dice? Excusez-moi. Un pêcheur. Oui, un pêcheur. Oh, un pêcheur, il a très froid et dans toutes les éditions, on lit mettendo i denti in nota di cicogna. Se mettendo i denti, c'est absolument incongru et illogique. Mettre les dents, c'est la dentition des petits. Et
nous avons congetturé battendo i denti in nota di cicogna, una faute acoustique typique de la professionnalité de copiste qui passe à travers de la dictée antérieure. Il ne faut pas fantastiquer d'un atelier où les maîtres dictent à un copiste, mais simplement à la dictée antérieure de M. Dane. Et notre, je crois que nous allons changer les substances textuelles en moyenne 3 ou 4 fois pour chant. Bien sûr, les nouvelles leçons ne sont révolutionnaires que l'exemple que je viens de faire. Merci beaucoup, c'était très éclairant, la cigogne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à l'adresse de M. Trovato? Non, je ne vois pas. D'accord. Ah, Dario, je te donne la parole. Oui, pardon. Merci beaucoup encore pour la présentation. C'était vraiment très éclairant. Et j'ai juste une question des pratiques de l'édition. Donc, vous avez mentionné que le code Urbinate Latino 366, c'est un manuscrit produit en Italie du Nord. Or, le manuscrit contient plusieurs traces du vernaculaire du Nord, donc de Bologne. Et dans certains cas, comme vous avez dit, il y a des traces d'archaïsme florentin, mais pour tous les autres cas, qu'est-ce que vous avez fait dans votre équipe pour résoudre les problèmes de l'enduit linguistique, de la patina linguistica en italien? En demande en question, je pose une question technique au professeur Marciali Peretti. C'est possible pour moi de présenter une page? Oui. J'essaie de présenter une page de ma comédie. Et il y a juste un bouton partager l'écran ou condividi schermo. Excusez-moi, je vais Oui, allez-y. C'est le bouton écran partagé. Je vais chercher dans mes PC. Ah oui, allez-y. On n'est pas pressé. Excusez-moi, mais... Non, il n'y a pas de souci. Juste dire entre-temps que ce que Dario dit patina en français, on dit plutôt vernis. Hein, d'accord? Vernis, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Vernis au sens de couche, en fait, hein, oui, linguistique. Dunque, Dante di Son Inferno, ecco qua. J'ai ouvert une page de ma édition. Oui, maintenant, partagez l'écran. Excusez-moi, je retourne. Et on va voir votre ordinateur, normalement. Alors, ecco qua. Donc, partager le schermo, oui. Et depuis... Et puis ça va venir, il faut quelques instants. Et vous devez quand même choisir la page que vous voulez visualiser parmi le choix qui vous est présenté. Donc, cliquez 2 fois.
Deve scegliere la pagina che... Ah, parfait. Super. La mise en page, c'est ça. Le texte, un petit appareil formel. Dans l'appareil formel, vous pouvez voir les émendations que nous faisons respect à les témoins de référence qui sont les manuscrits Urbinate et le manuscrit Florio qui sont collatérales. Beta, c'est l'accord de Urbinate et de Florio. Nous avons décidé de travailler selon Castellani, selon les reconstructions de la grammatique historique de Florentin ancienne. Et donc, Camino, c'est une émendation, mais c'est intéressant de voir que dans les premières 8 vers, il y a besoin de plusieurs émendations. C'est part de l'édition, c'est un appareil traditionnel de la substance, de la variation de substance. Et enfin, nous avons discussion de les choix de l'éditeur à la manière de Barbi, éditeur de la Vita Nuova, ou à la manière de Petrocchi. Donc, je vais dans cette page de vers 9 à vers 20, nous avons 4 paroles, vraiment 2 paroles. La logique, c'est tous les fois que F, c'est-à-dire Florio, le manuscrit de Udine, c'est bon. Ici, on lit la leçon et la forme du code Florio, du code F. Si gemello, comme on dit gemello en français, excusez-moi. Jumeau. Si le gommon de F est meilleur dans le point de vue linguistique, on privilège U. Ogni, c'est plus archaïque en florentin de ogni. Effetto, c'est pas plausible en florentin et nous à texte, on lit effetto avec DF. Donc, nous avons seulement 2 infractions à la florentinité. Ces témoins septentrionaux ne sont pas aussi désastreux, aussi compliqués qu'on pourrait penser. La notation, c'est de sa manière. Il pronome I, qui dativo singolare, altrove anche accusativo, ora dilego, ora si normalizza. Se Petrocchi recte è banalizzato in ligli.
con effetto ipermetrico. C'est l'explication du fait que seulement deux témoins ont IFU, cortège et IFU, et le reste de la tradition plus genuine est l'omission ou des autres variantes. Merci beaucoup, c'est très clair en fait ce que vous nous avez illustré. Juste une dernière vraiment curiosité, pour quand elle est prévue la publication de votre édition partielle ou complète en fait? Nous travaillons, work hard pour publier l'enfer et l'introduction générale entre cette année. Mais bien sûr, Purgatoire et Paradis, il faut attendre 2023. D'accord. Bon, ben c'est une belle annonce que vous nous faites. Nous aurons quelque chose à acheter de sérieux pour Noël, alors, probablement. Ouais. Hein? Ouais. C'est ça. Très bien. Je vous remercie de tout cœur, M. Trovato. En fait, nous sommes vraiment heureux de vous avoir accueilli puis de vous avoir entendu et surtout ce que vous nous prospectez est d'un grand intérêt. Maintenant, je vais passer la parole à notre cher Alessio pour une visite guidée de l'exposition. Alors, la visite guidée est virtuelle parce que l'exposition est virtuelle, mais c'est un peu comme si on était dans une belle salle, en fait, muséale, et que nous nous laissions accompagner à travers, en fait, à travers l'exposition. Donc, je cède la parole à Alessio. Je ne sais pas si on a une autre question, peut-être, parce que je vois une main levée. Ouais. Oui, j'avais une question par rapport à M. Trovato. La langue vulgaire qu'on lit d'habitude dans les livres de la Divina Commedia, c'est la langue originale de Dante. Celui qui l'a montré tout à l'heure, c'est la version bolognaise. Je viens de comprendre. C'est ma question. C'est une bonne question. Bien sûr, en absence d'un autographe, nous sommes en gré d'établir avec toute exactitude la langue d'un auteur. Mais la commedia, c'est un texte poétique et le système de la rime, c'est un très grand indicateur. Indicateur, ouais. Et on peut penser que nous connaissons les 15% de la langue de Dante parce que nous avons ce système de paroles-rimes qui riment parfaitement et c'est permet de conclure que la langue, c'est une florentine légèrement archaïque de la génération plutôt du père de Dante que de Dante lui-même. Et dans la mesure que le manuscrit c'est très bon, très vicine à l'original Pardoux, il va préserver des formes archaïques et nous un bon aide, c'est le fait que son manuscrit septentrional et il a une sorte de
contraste linguistique. Et la manière de penser, c'est la suivante. Je trouve une forme florentine archaïque dans un manuscrit de Bologne. C'est plus facile que cette forme florentine archaïque, c'est l'original de Dante, ou c'est plus facile que c'est une invention d'un copiste bolognaise. À différence de la question que j'ai posée à le début de ma causerie, sa question, c'est purement rhétorique. Il est évident qu'un copiste de Bologne il ne peut être responsable du florentinisme archaïque, mais qu'il reflète, il va réfléchir, excusez-moi, les langues de le texte qu'il a devant son yeux. Je m'excuse de mon horrible français. Je lis. Non, ne vous inquiétez pas. Le français. On vous comprend très bien. On vous comprend très bien. C'était très clair la réponse également qui a donné à Heidi Bedwani. Maintenant, je passe la parole à Alessio, enfin, en fait, qu'on a nommé plusieurs fois jusqu'ici, mais qui, le pauvre, a été jusque-là cantonné. Et donc, je lui laisse totalement l'écran, les titres, en fait, pour sa visite guidée. Merci, Alessio. Merci à vous, merci à M. Trovato. Je partage avec vous mon écran parce qu'il s'agit d'une exposition virtuelle et donc c'est que sur Internet, ce n'est que sur Internet. Vous voyez ici le titre dans la version italienne, Amor mi mosse che mi fa parlare, la comédie de Dante 700 ans après, la commedia di Dante 700 anni dopo. On l'a déjà dit, l'exposition est en 3 langues, italien, français et anglais, et vous pouvez voyager à travers les 3 langues. Ça peut être utile aussi pour voir comment passer d'un Dante anglais à notre français, à côté du texte italien toujours présent. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de passer rapidement à travers l'exposition, vous montrer quelques points de cette exposition. Mais elle a été conçue, pensée pour être naviguée par un usager, un navigateur ou navigatrice en première personne. Donc, je le ferai là pour vous parce qu'on a cette occasion, mais je vous avoir le plaisir d'aller le faire vous en première personne. C'est pensé pour être parcouru par vous. On a une petite introduction avec le titre. Dans la création de l'exposition de Dante que vous voyez ici dans un portrait, dans une gravure conservée à McGill et qui a été produite par Jean-Ernest Aubert à partir d'une fresque de Raphaël. Vous voyez ici Dante, il y a plusieurs images, pas seulement de Dante, mais surtout de Dante, parce que Dante est le protagoniste de son texte. Là, je reste un peu sur les faits les plus simples du texte, mais c'est important pour nous de souligner que l'exposition porte surtout sur le récit de la comédie. Et donc, vous pouvez voyager avec Dante, commencer le voyage, accompagner Dante à travers les 3 royaumes de l'au-delà qu'il traverse, l'enfer, le purgatoire et le paradis. On a plusieurs niveaux de lecture du texte, il y a plusieurs niveaux de sens et de signification. Nous avons choisi de nous attarder surtout sur le niveau littéral, donc de vous raconter, de vous accompagner dans le récit, dans la narration de la comédie. Donc, là, je ne passe pas le temps à vous lire le texte, vous avez moi qui vous présente un peu, mais je vais parcourir rapidement l'exposition pour passer, comme le montre un peu cette enluminure en pleine page, à travers l'enfer. Vous voyez l'abîme au centre, qui arrive jusqu'au centre de la Terre, ici marqué par des flammes rouges. Lucifer est au centre de la Terre, bloqué, Lucifer, le diable. Et de l'autre côté de la planète, la montagne du purgatoire, qui est sortie quand l'enfer a été créé par la chute de Lucifer. Donc, un abîme d'un côté et une montagne de l'autre. En enfer, on trouve les âmes des damnés. Au purgatoire, on trouve les âmes
qui se purifie en attente de pouvoir monter au paradis, d'être parfaite et monter au paradis. Et dans cette représentation du manuscrit Banco Rari 215 de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florence, vous voyez aussi un peu du paradis, c'est-à-dire le ciel bleu qui entoure la terre. Mais cette représentation ne s'attarde pas trop sur la question du paradis. On va y arriver. Rapidement, je vous amène, on le fait en descendant, mais vous pouvez le faire en plusieurs manières. Je vous amène en enfer, en italien encore, on laisse tout espoir tandis qu'on rentre. Et pour vous lire les premiers vers de la comédie, juste pour les entendre à un vernissage sur une exposition numérique. Et donc, je vous cite rapidement le texte, les premières lignes de l'enfer. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura è sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vo scorte. I non so ben ridir come vi intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Et vous pouvez rapidement changer de langue, passer au français et revoir le texte en français. Je fais un petit zoom pour vous aider à le lire. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. À dire ce qu'elle était, chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. Elle est si amère que mort l'est à peine plus. Mais pour parler du bien que j'y trouvais, je dirais des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas dire comme j'y entrais, tant j'étais plein de sommeil en ces points, où j'abandonnais la voie vraie. Je m'attarde un moment juste pour soulever deux questions que vous pouvez voir à l'intérieur de l'exposition, tout au long de l'exposition. Dante est au milieu du chemin de sa vie, se retrouve dans une forêt obscure et la voie droite est perdue. Les premières trois lignes. Dans ces trois lignes, il nous dit que celle qu'on va lire, et dans ce cas-ci traversée dans ce site Internet, c'est une expérience d'un individu. Je me retrouvais. C'est une expérience qui commence avec un danger. Il est dans une forêt obscure, donc pas dans une situation de tranquillité, de sécurité, mais dans une situation de péril. Et il est non pas au milieu de sa vie, mais au milieu de notre vie. Avec un seul adjectif possessif, notre, il nous invite à participer à son voyage, à participer à son expérience humaine. C'est notre vie, mais c'est son voyage. Nous faisons avec lui ce voyage en l'accompagnant. Mais surtout, il nous amène à l'intérieur de son texte en tant que lecteur et lectrice. Et c'est ça aussi qu'on a essayé de faire avec cette exposition, de vous conduire, accompagner à travers la comédie de Dante. C'est un texte, vous le savez, qu'il faut lire non seulement à un niveau, mais aussi à plusieurs niveaux, surtout celui allégorique. Je m'attarde juste sur le fait qu'il commence en disant que la vie est comme un chemin, et il est au milieu de ce chemin. Mais peu après, que la voie droite était perdue. Et donc, il y a un personnage, un Dante, personnage qui traverse une forêt obscure et qui a perdu la voie. Mais il y a aussi une expérience humaine, métaphorique, allégorique, l'humanité toute qui se retrouve perdue. Donc, un sens littéral et un sens allégorique. On s'est attardé surtout sur celui littéral. Passer l'enfer, on rentre, donnez-moi le temps de déplacer, on rentre en enfer. Je le fais à travers le menu de navigation, mais vous pouvez le faire en descendant. Voici la porte de l'enfer. Et je le fais pour vous montrer quelques éditions qu'on a insérées dans l'exposition. Il y a des photos, des images d'éditions imprimées et des manuscrits tout au long de l'exposition. L'idée, c'est de vous montrer comment non seulement la comédie a été lue, mais comment elle a été publiée, comment elle a été proposée au public, comment elle a été considérée, un poème à commenter, un poème imaginé, un poème tout simplement à lire. Vous en avez ici, dans ce diptyque, deux exemples très différents. Sur la droite, l'image delle terze rime di Dante Alighieri, le petit volume que vous voyez au vert. C'est un livre de poche presque. Il a été publié en 1502 et c'est une édition de la comédie conservée à l'Université de Montréal
qui est sans commentaire. C'est juste le texte, rien d'autre que le texte. L'autre image, celle sur la gauche, est au contraire la collection des 100 figures dessinées et gravées par Madame Giacomelli. C'est la représentation de Dante et Virgile qui rentrent en enfer. Lasciate ogni speranza voi che entrate, dit l'épigraphe sur la porte. Dante est effrayé par les cris qui sortent de la porte, mais Virgile l'invite à entrer. C'est une manière différente, une image tout simplement pour représenter la comédie. L'édition de Giacomelli, le livre que Giacomelli publie, n'est que fait par des images. Il n'y a que des images, tandis que l'autre, celui de Manuzio, n'était que le texte. Deux idées différentes de comédie qui nous sont proposées, qui nous ont été proposées à des époques différentes. Comme vous l'avez vu, et là je fais une petite parenthèse, il faut juste cliquer sur l'image pour aller dans une page qui nous montre plus de détails, qui nous donne plus de détails. Et vous pouvez aussi ici et changer des fenêtres. Ça prend un peu de temps à charger parce que je suis en connexion, mais vous avez une fiche descriptive détaillée de ce texte avec l'ex libris ici par exemple, et d'autres détails techniques pour plus réservés aux spécialistes, mais il y a quand même une description générale de l'imprimé que vous avez devant les yeux. Je reviens rapidement au début de l'enfer pour vous montrer quelque chose de différent. Ce manuscrit, c'est le manuscrit Pluteo 3, conservé à la Biblioteca Medica Laurenziana. Ici, on l'a mis en grand parce que ça vaut la peine de le regarder. Cette première page de l'enfer, où Dante est représenté dans la forêt obscure, dans le lumineux, vous le voyez, en train de sortir de la forêt, en train d'essayer de gravir une colline qu'il a trouvée. De là, il voudrait avoir une vision un peu plus large et comprendre comment sortir de la forêt. Mais il y a 3 fauves qui lui bloquent le chemin. Un lynx, un lion et un louve. Comme on l'a dit au début, c'est un poème allégorique. Donc, un lynx pour les trois fauves représentent chacune un péché qui empêche à l'humanité de faire le bien, d'être vertueuse. Et donc, le lynx représente la luxure, le lion, l'orgueil, et la louve, la convoitise. L'artiste ici l'enlumineur décide ici de représenter de façon littérale le texte. Dante rencontre 3 fauves et l'enlumineur les représente. Mais la lecture littérale qui est présentée par l'image, évidemment aussi par le texte dans ce manuscrit, n'est pas la seule qui existe dans les copies de la comédie. Parce que pour comprendre ce que je vous ai expliqué, la lecture allégorique, et M. Trovato le disait avant moi, on a passé le temps à écrire des commentaires. Les interprètes se sont attardés sur le sens de la comédie, et vous voyez par exemple dans ce manuscrit, Pluteo 40.7 de la Biblioteca Medica Laurenziana, que le texte n'est copié que sur la colonne au centre, mais autour il y a des glosses et des notes, des annotations, des explications, des commentaires au texte de Dante. Donc vous pouvez voir aussi que nous avons choisi de vous présenter des typologies différentes de livres. Parfois, il n'y a que le texte, parfois, il y a beaucoup de commentaires. Je vous montre aussi un autre exemple, rapidement, plus en bas. Celui-ci est toujours à la Biblioteca Medica Laurenziana, le Pluteo 40.2, où vous voyez, vous pouvez voir que le texte de la comédie, quelques lignes de la comédie qu'on vient de lire, sont au centre de la page. Tout le reste de la page est rempli de notes et commentaires. Ce manuscrit ne propose pas juste le texte, mais il propose aussi une interprétation spécifique de ce texte, ou même plusieurs interprétations. Parfois, les commentaires de plusieurs auteurs sont présents dans le même manuscrit. Je vous en montre un autre parce qu'il est très beau, conservé à la Biblioteca Nazionale Centrale de Florence. Il y a un manuscrit de grande taille, d'un grand format. Et aussi, dans ce cas, vous pouvez voir que le texte de la comédie n'est copié qu'au centre. Et tout le texte plus en petit, en module mineur, qui encadre le manuscrit, qui encadre la page, qui encadre le texte poétique, est beaucoup plus important. Et c'est là que vous trouvez beaucoup des informations qui nous permettent d'interpréter le texte. Chaque ligne a mérité dans ce manuscrit plusieurs lignes d'explication. Chaque mot a eu besoin de plusieurs
ligne d'explication. C'est pour vous montrer que, et c'est une idée de l'exposition, que l'étymologie des livres et des manuscrits imprimés aussi, qui ont fait la comédie, qui ont incarné, même, vous me laisserez passer le mot, la comédie sont très différentes entre elles et proposent des idées de comédie très différentes entre elles. Je vous amène directement au 9e cercle de l'enfer, jusqu'au fond de l'enfer tout de suite, là où les traîtres sont damnés à toujours. C'est, comme le disait aussi M. Trovato, le fond de l'enfer est composé par un lac glacé. Il s'agit du Cocyte. Et dans ce lac glacé, au centre, on trouve, désolé, je ne veux pas vous faire venir mal à la tête en descendant rapidement, mais j'y arrive. Le voici. On trouve au centre de ce lac de glace la figure de Lucifer, le diable. On l'a mentionné au tout début. Lucifer est le plus beau des anges qui se révèle à Dieu. Il est au centre de la terre, il est bloqué, et il est le diable, tout à fait. Dante et Virgile arrivent jusqu'à lui, sur le lac glacé, qui emprisonne les damnés qui ont fait de la trahison. Dante et Virgile s'accrochent sur les jambes de Lucifer, commence à descendre jusqu'au centre de la terre. La gravité se renverse, la descente devient augmentée, et Dante et Virgile se retrouvent dans une caverne et sortent de l'autre côté du monde, de l'autre côté de la planète, à revoir la lumière, à revoir les étoiles sur la plage du purgatoire. Ils ont traversé la planète et sont sortis de l'autre côté, aux antipodes. On arrive ainsi à la deuxième cantique du purgatoire. Vous pouvez continuer à descendre pour toute l'exposition jusqu'à arriver à la fin. Moi, je vous ai fait un peu voyager pour vous montrer comment ça marche. Mais tout au long du purgatoire, vous avez aussi des façons similaires à l'enfer, des images de manuscrits imprimés. Le récit vous est raconté par les mots que je ne vous lis pas. Je vous amène juste ici pour vous montrer cette petite enluminure d'un manuscrit qui est conservé, si je ne me trompe pas, à Naples, oui, le 13C1. Cette enluminure représente Dante et Virgile avec un troisième personnage, Caton, qui est le gardien du purgatoire. Virgile et Dante sont sortis de l'autre côté de la planète, ont traversé tout l'enfer, se retrouvent sur la plage du purgatoire, donc devant la montagne du purgatoire, là où les âmes qui doivent se purifier résident pour un temps limité. Elles restent là, ces âmes, jusqu'à quand elles sont parfaites, pures, purifiées et prêtes à monter au paradis. Elles traversent donc les 7 différents niveaux, les 7 cornices du purgatoire, jusqu'à arriver au paradis terrestre. Je vous montre juste la corniche 3, où se purifient les colériques, ceux qui ont fait péché des colères, mais ce péché n'est pas si grand de les condamner à l'enfer, donc ils seront bientôt au paradis. Pour le moment, ils se purifient de ces péchés mineurs qu'ils ont faits. On a mis cette belle enluminure encore du manuscrit Bancorari 39 de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florence, où Dante et Virgile, en bleu et en rouge, les deux, vous les voyez debout dans la fumée, sont submergés, plongés dans une fumée qui empêche de voir et de respirer. Les âmes, comme elles ont été colériques, donc aveuglées et suffoquées par la colère en terre, elles sont plongées dans cette fumée qui les rend aveugles et les suffoque pendant leur permanence au purgatoire. Celle-ci est une enluminure. Dans ce cas aussi, vous pouvez cliquer et regarder la double page du manuscrit ouvert qui est encore très belle. Je vous amène directement à ce point-ci très rapidement pour ne pas tarder au paradis terrestre, donc au sommet du purgatoire. Ici, dans ce merveilleux jardin plein de toutes les délices, vous trouvez une autre enluminure. Vous voyez ici une autre montagne du purgatoire, une autre représentation de cette montagne, toujours dans une enluminure médiévale. On a aussi cette belle double page enluminée où la procession est représentée, la procession à laquelle Dante assiste étant
au purgatoire, au sommet du purgatoire, donc au paradis terrestre. Mais je voulais vous montrer surtout cette image. C'est encore une enluminure tirée du manuscrit Plute au 40.1, dans laquelle Dante, habillé en bleu, avec l'âme d'Estas qui accompagne Dante dans la dernière partie du purgatoire, se retrouve devant la vision plus belle pour lui, du moins à cet auteur, c'est-à-dire la vision de la femme qu'il a aimée et qui était morte très jeune. Il s'agit de Béatrice, maintenant bien heureuse au paradis, qui apparaît dans une couronne de fleurs et elle sera le guide de Dante pour la dernière partie du voyage. On a traversé l'enfer et le purgatoire avec l'âme de Virgile. C'est Béatrice qui guide, qui accompagne Dante jusqu'au paradis. Et je vous amène donc à la conclusion du purgatoire pour monter au paradis, le royaume qui n'a qu'amour et lumière pour confins. Et donc, le paradis n'est que le ciel. Dante imagine que dehors de la Terre, dehors de la planète, le ciel est divisé en 9 sections, en 9 sphères concentriques et concentriques. Et je vous montre une représentation tirée d'un livre conservé à la McGillivray Books and Special Collection. Celle-ci est la représentation de l'univers selon Dante. Donc, vous voyez la Terre au centre, la montagne du purgatoire qui est en bas, et les 9 cercles célestials, les 9 cieux du paradis. Dante les traverse tous, et vous pouvez le faire aussi, passer au ciel de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter, de Saturne, des étoiles fixes, vous rendre jusqu'au ciel cristallin. On est encore au paradis. Regardez les hiérarchies des anges du paradis, parler avec quelques âmes des bienheureux et bienheureuses, et finalement sortir de l'univers matériel vers l'univers métaphysique, là où réside Dieu. Vous êtes en empyrée. L'empyrée est donc en dehors de l'univers sensible, de l'univers matériel. Et c'est ici que Dante fait l'expérience ultime, c'est-à-dire regarder, contempler plutôt la figure de Dieu. Dante est vivant, donc c'est un peu compliqué pour lui de voir Dieu, mais il le fait quand même, il essaye quand même, il a du mal à se rappeler de ce qu'il a vu, il a du mal à décrire ce qu'il a vu, mais à ce propos, il y a des images qui nous viennent à l'aide. On a conclu cette exposition avec cette belle gravure de Gustave Doré qui imagine Dante et Béatrice devant les hiérarchies angéliques, mais aussi devant le point central lumineux qui est Dieu, formé de ces 3 cercles. Mais cela, vous le savez, et je vous laisserai le plaisir de le voir en autonomie. Celle-ci, à la fin de l'exposition, le voyage de Dante est fini aussi, mais il recommence parce que la mission prophétique qui a été donnée à Dante, donc d'écrire sa comédie, de rapporter tout ce qu'il a vu dans l'au-delà, commence quand la comédie se termine. Donc Dante rentre sur Terre, écrit sa comédie, et c'est ce poème qu'encore aujourd'hui nous lisons. Je vous laisse avec cette petite image qui voulait représenter une stylisation de la vision de Dieu. À vous de voyager à travers l'exposition. Ce n'est que je vous ai fait voir quelques morceaux. C'est très beau à voyager en passant d'un côté à l'autre, de l'enfer au purgatoire au paradis, mais vous pouvez le faire dans une seule fois, du début à la fin, accompagner Dante jusqu'à la vision de Dieu. Avec ça, je dirais que j'ai terminé. Je vous laisserai le plaisir de le faire vous-même. Entre-temps, la nuit est tombée en Italie, donc vous me voyez beaucoup plus sombre. Je rentre aussi en finale. Et en vous remerciant tous et toutes d'être ici, je donne la parole à M. Giannini. Merci beaucoup, Alessio, de cette visite en fait très parlante. Aussi de nous avoir mis en garde contre la colère. Hein. Je suis ton directeur de thèse, en fait. Alors, je sais que parfois, ces péchés-là ne m'est pas étranger, mais là, en fait, je vais, comment dirais-je, réfléchir à la chose. Alors, rendez-vous donc à l'exposition. Nous avions un peu gardé, comment dirais-je, caché l'adresse web, en fait, qui est divinalingua.com.
comme l'a dit M. Trovato et comme l'a répété Alessio. Donc, à partir de là, l'exposition est ouverte, en fait. Parcourez-la dans tous les sens, profitez-en, utilisez-la pour vos cours, en fait, également à votre loisir. Avant de déclarer terminé ces beaux vernissages, je voulais juste annoncer, encore un peu de manière sommaire, en fait, tous les événements qui auront cours à partir de la semaine prochaine à Montréal et ailleurs, qui sont liés d'une façon ou d'une autre à notre exposition virtuelle. D'abord, en fait, dès la semaine prochaine, dès lundi prochain, c'est la semaine italienne, c'est la semaine de la langue italienne dans le monde, qui est fêtée par les instituts culturels partout dans le monde. Nous avons plusieurs activités qui sont proposées par l'Institut italien des cultures de Montréal et de Shanghai, et nous vous ferons parvenir en fait la liste de tout ça en fait pour vous y inviter, pour vous y convier. En fait, c'est la semaine du 18 au 24 octobre. Par la suite, il y aura des événements, des présentations, des conférences liées à l'exposition à l'université McGill, début novembre, puis à Concordia, puis probablement, si les conditions sanitaires les permettent, en fait, on va pas trop s'avancer là-dessus, mais il se peut qu'une exposition en chair et os, bien réelle, puisse avoir lieu à la bibliothèque des librairies et collections spéciales de l'Université de Montréal à partir du mois de janvier. On est encore en réflexion à ce sujet-là, mais on aimerait bien aussi vous voir, peut-être en chair et os, avec cette exposition qui probablement pourra avoir lieu après Noël. Donc voilà, nous vous ferons parvenir les invitations pour tous ces événements. Nous vous remercions d'avoir été là aujourd'hui. On espère que ça a été agréable. En fait, pour moi, ça a été aussi très instructif. Et puis, je remercie toute l'équipe, les étudiants, Alessio, en fait, les partenaires et les collaborateurs. Et je vous souhaite, en fait, une bonne fin de semaine. Autre qu'une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée ou soirée. Merci. Salut Jean-Marc.